Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quelles sont leurs activités, quel est leur parcours, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre ambition est de permettre aux avocats d'atteindre leurs objectifs en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Maître Stéphane Delassus. Stéphane Delassus est avocat associé au sein des cabinets Charles Russell. Il en exerce également des fonctions de direction. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Maître Stéphane Delassus. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Maître Stéphane Delassus, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Advocade. Merci d'être venu jusqu'à nous Stéphane. C'est un plaisir. Alors dites-moi, qui étiez-vous avant de devenir avocat ? Un étudiant qui avait fait du droit mais aussi un peu de finance à Sciences Po et qui avait très envie de devenir banquier d'affaires, donc d'être dans la finance, M&A, voire même j'avais fait un stage à Londres en salle de marché, donc j'avais les dollars qui brillaient. Et puis pendant mon service militaire, parce qu'à l'époque je suis un vieux, on était encore obligé de faire un service militaire, et j'en ai fait un long en plus, il y a eu une petite crise financière comme il y a en ce moment. Et donc les banques investment banking, comme on dit, réduisent tout de suite la voilure. Et donc pour la petite anecdote, on m'avait proposé d'avoir un job à Londres chez Lehman Brothers. J'aurais gardé le contrat de travail avec c'est un collector qui s'était transformé en stage. Alors bien payé à Londres, mais quand même le coût de la vie là-bas était déjà plus élevé qu'à Paris. Puis après en stage à Paris. Donc j'étais un peu dubitatif et j'ai toujours en fait aimé le droit et particulièrement la fiscalité. J'avais fait double cursus. Donc je me suis rapatrié vers le droit puisque j'avais plusieurs cabinets d'avocats qui m'ont fait des offres. Mais j'avais délaissé un peu le diplôme d'avocat, donc ça c'était un petit peu compliqué. J'ai dû le passer en cours du soir, ce qui n'existe plus d'ailleurs maintenant. Et donc j'ai tout de suite bien aimé cette carrière de conseil, hein, où on voit quand même au minimum 7 ou 8 dossiers différents par jour, sauf quand on est sur une grosse opération, on peut faire toute la journée la même chose. Et puis quand on devient plus âgé et qu'on est en relation directe avec la clientèle, surtout moi dans ma spécialité, alors là avec le confinement il y a eu un peu moins de rendez-vous physiques, mais c'est bien reparti, mais j'ai au minimum 4 ou 5 rendez-vous différents par jour, donc il y a ce sens de contact avec la personne, de voir des gens différents, des dossiers différents. Et puis bien sûr le métier d'avocat, bon, ça c'est comme pratiquement tous les avocats, on rentre dans l'intime des gens, on doit les défendre dans ce qu'ils ont parfois de plus cher, même si je fais assez peu de pénal, je fais un petit peu de pénal fiscal. Il peut y avoir des risques pour la liberté aussi, ça peut en faire un petit peu moins, mais la fiscalité c'est plutôt des risques pour le portefeuille parfois, mais c'est quand même quelquefois des enjeux très importants pour les gens, donc il y a cette notion de rentrer dans l'humain. Et puis quand on s'occupe de la transmission du patrimoine, de la transmission de l'entreprise, c'est souvent des gens qui ont créé leur entreprise ou qui l'ont développée, donc c'est un peu comme un enfant. Donc quand il faut soit la donner à la génération suivante, soit la transmettre à un tiers en la vendant en tout ou partie, il y a quand même un côté psychologique qui est très très important. Donc moi c'est ce que j'aime et je suis très content d'avoir finalement choisi ce métier plutôt que d'avoir fait de l'investment banking et quand je croise des banquiers d'affaires leur dire je vends des slides. Voilà, c'était une petite pique pour les autres professions, même si on en a beaucoup besoin, moi qui fais quand même aussi un petit peu de deal. Si on n'avait pas les banquiers d'affaires et autres personnes qui s'occupent de l'intermédiation, bien sûr le marché serait beaucoup moins fluide et on ferait beaucoup moins d'affaires. Très clair. Vous prêtez serment en quelle année, maître ? Alors, j'ai commencé à travailler en 95 et j'ai prêté serment en 97. Et vous arrivez dans quel cabinet ? Alors, j'ai été chez Arthur Andersen. Ça, c'est pareil, comme j'avais un peu cette double culture financière et juridique et plutôt de la fiscalité, entre les plusieurs offres que j'avais dans un cabinet traditionnel français, Gide, Loiret-Noël pour ne pas le nommer, mais les gens à qui je demandais un peu conseil m'ont dit « va chez Arthur Andersen, c'est un peu les rois de l'audit ». Alors bien sûr, la branche cabinet d'avocats
essentiellement taxes, ça tombe bien, je faisais des taxes, était un petit peu moins coté que l'audit, c'était un peu dans la roue de l'audit, même si parmi les bigs, comme on disait à l'époque, ils avaient racheté Archibald qui était un vrai cabinet de lawyers, donc c'était parmi les bigs l'endroit où il y avait un vrai cabinet d'avocats qui faisait un peu plus que d'être la 5e roue de l'audit et faire des revues fiscales, des revues juridiques, travailler sur les jobs de l'audit. Et d'ailleurs, quand il y a eu l'affaire Enron, on était 550 ou 600 chez Archibald Andersen, donc c'était un des gros cabinets d'affaires de la place. Donc effectivement, j'ai passé 8 ans chez Arthur Andersen, où à l'époque, il n'y avait pas encore la loi Sarbanes-Oxley au début, donc il y avait des possibilités de passage. D'ailleurs, on envoyait des jeunes fiscalistes en audit, donc j'ai fait 9 mois en audit, j'ai fait la school, ce qu'on appelait, alors que je travaillais déjà depuis 1 an, donc c'était pas mal par rapport aux jeunes HEC et SEC qui avaient été embauchés et qui faisaient la school de formation Arthur Andersen. Moi, j'étais déjà un petit peu plus mature. On va très vite quand on travaille par rapport aux études. C'est pour ça que j'encourage vraiment les gens à faire des stages long terme, parce que c'est comme ça qu'on découvre et l'apprentissage aussi, c'est génial. J'enseigne dans un master à Dauphine et maintenant il n'y a pratiquement plus que des apprentis. J'ai trouvé qu'il y avait une différence de niveau entre les étudiants que j'avais il y a 5-10 ans et ceux que j'ai aujourd'hui, parce qu'ils travaillent tous depuis 1 an ou 1 an et demi. Ils sont beaucoup plus pragmatiques, ils vont beaucoup plus vite dans l'acquisition des connaissances. Donc voilà, un début chez Arthur Andersen. Et qu'est-ce que vous découvrez là-bas finalement? C'est quoi votre métier au quotidien? J'étais junior, parce que là-bas c'est américain, très très réglementé, on a l'impression d'être à l'armée, c'est pour mieux sortir du service militaire. Junior, senior consultant, puis manager, puis off-console directeur, puis enfin associé. Et encore, il y a plein de catégories d'associés. Donc un junior, il est au service des seniors et des managers, il doit travailler sur les jobs qu'on lui donne. Et moi, au début, c'était plutôt de la fiscalité internationale pour des très très grands groupes. J'ai travaillé, je me souviens, sur le consortium de réalisation, on en a pas mal reparlé encore avec Bernard Tapie, qui était la structure de diffusance des actifs entre guillemets pourris du Crédit Lyonnais, et ça a été assez instructif. Je me souviens d'un truc très amusant, une de mes réflexions. Je ne comprenais pas, il y a le fameux CDR, qui était donc l'État qui était actionnaire du Lyonnais, avait mis toutes les créances pourries dans une structure de diffusance, et l'administration fiscale venait faire des redressements. Je me souviens, un grand centre commercial dans Paris avait oublié d'opter pour la TVA, et l'administration revenait en demandant la TVA sur tous les travaux qui avaient été déduits, donc c'était absolument énorme. Et je disais, mais c'est l'État qui prend dans la poche gauche pour mettre dans la poche droite. Et là, on m'a dit, ben non, la loi est la loi, c'est de l'ex sur Alex, on est obligé de faire le redressement fiscal. Alors bien sûr, les pénalités étaient considérablement amoindries, il y avait des possibilités de rabais, mais l'État se notifiait lui-même. Ça m'a fait beaucoup rire, mais j'ai compris que la loi était la même pour tout le monde. Voilà. Donc vous restez finalement 8 ans chez Arthur Andersen. Oui, jusqu'à l'affaire Enron, qui a été un choc. J'étais manager. Je ne dis pas que je serais passé associé, mais ça marchait bien. Je vais vous raconter, on avait créé une nouvelle business unit au bout de 3 ou 4 ans où j'étais là-bas, où j'étais un des éléments historiques. Donc a priori, la voie était tracée. Je m'étais marié, la voie, pas le plan-plan, parce que c'était un métier très divers, très varié. Je rencontrais beaucoup de gens et tout, puis je faisais partie d'un réseau. J'ai dû être le dernier Français à aller en formation au centre de Saint-Charles à Chicago, qui était en commun avec Andersen Consulting, devenu Accenture, et qui s'est détaché d'Arthur Andersen, donc ils ont vendu ce centre, et c'était juste avant Enron, donc je dois être le dernier Français à y être allé, donc il y avait cet aspect multinational avec des gens de toutes les nationalités, et on travaillait beaucoup en coopération. J'ai toujours fait beaucoup d'international dans mon métier, donc c'était très, 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 très sympathique. Donc je travaillais vraiment sur des jobs divers en tant que junior, et puis j'ai eu cette opportunité, comme souvent. Le grand boss d'Arthur Andersen à l'époque en Europe, qui avait été l'ancien patron des taxes en France, s'appelait Xavier de Sarro, et donc il avait un carnet d'adresses, puisque Arthur était l'auditeur d'énormément de sociétés, et souvent il y avait des présidents de boîtes ou des actionnaires. Je dis n'importe quoi, je vais prendre un exemple qui ne s'est pas passé, mais Martin Bouygues qui aurait pu dire mon père m'a dit que c'était moi qui reprenais la boîte, comment on fait pour sortir ma sœur, mon frère, équilibrer tout ça. Il en parlait, et donc bien sûr ça redescendait. Alors les associés qui avaient déjà
déjà des jobs et tout. Ils voyaient Xavier de Sarro qui arrivait avec un truc qui n'était pas vraiment rentable. Et on s'est dit, on va créer quelque chose qui existait déjà aux États-Unis et en Angleterre, qui s'appelait Private Client. Comme souvent, les anglo-saxons ont des mots qui résument beaucoup plus, parce que si on dit en France clientèle privée, ou si on dit gestion de fortune, ça fait plutôt banque. Il y a le côté fortune qui peut être désagréable, connoté bizarrement, dirons-nous. Donc private client, donc c'est clients privés, en fait c'est les capitalistes, pour appeler un chat un chat. Donc c'est les gens qui possèdent leur outil de travail ou du patrimoine. Et donc nous, on a été tout de suite beaucoup plus spécialisés sur les gens qui avaient plutôt une entreprise, qu'ils animaient ou qui n'animaient pas, mais où ils étaient actionnaires minoritaires, majoritaires, sleeping partner ou non. Donc on a créé cette petite unité et on l'a créée à 3 et 4 ans après on était déjà 35. Donc c'était vraiment une nouvelle business unit à l'intérieur d'Arthur et c'était assez sympa. Et donc c'était un peu ma réorientation de carrière. Je suis passé de fiscaliste plutôt grands groupes internationaux à fiscaliste et juriste parce qu'on doit faire beaucoup de droits des sociétés, droits civils quand on accompagne ce genre de clientèle. Donc sur une clientèle vraiment de gens entrepreneurs qui mettent leur monnaie au travail, money at risk, disent les anglo-saxons, et qui ont besoin donc de conseils fiscaux, mais aussi juridiques, de se structurer en holding, en assurance vie, de partir à l'étranger, de revenir en France, d'investir en immobilier, de transmettre à leurs enfants ou à des tiers. Et c'est donc dans cette activité-là que j'ai connu à peu près ma deuxième activité, donc private client, mais un petit peu lié, c'est que les private clients ont souvent besoin des fonds d'investissement pour avoir des liquidités ou pour vendre leur entreprise. Et donc, c'est là où j'ai connu le monde du private equity, qui est ma deuxième grande activité, notamment avec ce qu'on appelle les management packages, donc l'intéressement des cadres haut de gamme, parce qu'un fonds d'investissement met de l'argent dans une entreprise, mais entre guillemets, parce que ce sont des gens bien formés, incapables de la gérer. Ce n'est pas leur métier. Eux, ils apportent du conseil en stratégie et surtout les capitaux. Après, ils veulent des managers, soit les managers existants, soit ils les changent pour gérer leur entreprise. Et donc, il doit y avoir un alignement des intérêts. Et donc, ça se fait par un partage de la plus-value à la fin, puisqu'un fonds rentre, met de l'argent, mais au bout de 5-8 ans, il veut sortir et réaliser des gains pour les gens qui lui ont donné de l'argent à placer. Donc, ils doivent, pour gérer la boîte, il faut des bons managers et donc il faut les incentiver, il faut un alignement des intérêts. Donc, ils leur demandent de mettre un petit peu d'argent et si les choses se passent très très bien pour le fonds d'investissement, il y aura une surplus-value. Donc, il y a tous ces accords d'incentive, comme on dit, management package à mettre en place et ça m'a permis de découvrir le monde des fonds d'investissement qui est un petit peu ma deuxième voie, sachant que les mondes sont complètement poreux entre les private clients et les fonds d'investissement. Les managers de fonds, souvent, ceux qui marchent bien gagnent beaucoup d'argent, donc réinvestissent, donc deviennent private clients. Et souvent, les private clients ont besoin des fonds d'investissement pour se développer. Et puis après, s'ils ont de l'argent, s'ils ont vendu leur boîte ou s'ils ont perçu de gros dividendes, ils réinvestissent en private equity, donc chez les fonds d'investissement. Donc les deux mondes sont complètement liés. Un cercle vertueux qui permet finalement de vous faire travailler souvent. Exactement, et de connaître beaucoup de gens dans son industrie. Très clair. Donc finalement, à la sortie d'Enron, vous avez créé cette business unit qui a un développement incroyable, puisque vous commencez à 3, vous êtes une trentaine. Ça, c'était à l'intérieur de chez Arthur. Ouais. Et justement, quand Enron est arrivé, ça a été vraiment le choc, c'est là où j'en étais, où j'avais ma petite carrière bien faite et on a eu Enron qui est arrivé, Arthur a disparu, Arthur Andersen a disparu alors que la Cour suprême des États-Unis 3 ans après a dit que en fait quelques partenaires de San Francisco avaient commis des erreurs mais la firme en général n'avait pas, on pensait que ça allait être une claim, ça allait coûter quelques millions de dollars d'indemnité, ben non, ça a tout mis par terre. Alors c'est drôle, la diaspora Arthur, on est assez liés, on a une association d'anciens très très forte parce qu'en France par exemple la plupart sont partis chez Ernst & Young mais il y en a beaucoup qui ont disséminé, alors chez des bigs, chez Deloitte par exemple en fiscalité c'est un vivier d'anciens Arthur et souvent les dirigeants de ces boîtes-là viennent d'Arthur, mais il y en a aussi beaucoup qui ont créé leur cabinet. Un des leaders dans le monde de la fiscalité, c'est Arsène, c'était créé par des anciens d'Arthur, nos concurrents sur certains métiers. Et moi, je suis parti avec Xavier de Sarro, qui était donc le grand patron, qui est revenu en France et qui a voulu créer son cabinet, qui s'appelait Sarro Thomas Couder, et qui était un cabinet dédié aux private clients, bien sûr, qui faisait d'autres choses. Donc, on a créé ce cabinet. Puis, au bout de 7-8 ans, j'ai voulu moi-même créer mon cabinet.
chose qui est un petit peu difficile parce que les avocats ne sont pas si entrepreneurs qu'on le croit, ils aiment bien leur petit confort, ils ont du mal à vouloir risquer quelque chose, si vous voulez, ils considèrent que leur part c'est des revenus et qu'ils n'ont pas à se conduire en investisseur. Hein. On parlait d'un confrère, Jean-Michel Darrois, qui a très très bien réussi, mais ouais, il a créé son cabinet, mais tout le monde n'est pas dans cette optique-là, donc j'ai eu du mal à trouver des associés qui voulaient risquer quelque chose. Donc au bout d'un moment, j'ai été voir des Anglais avec qui je travaillais, donc Charles Russell Speechlys, pour leur dire est-ce que vous n'avez pas envie de monter un bureau à Paris. Et on a fait un joint venture, donc avec quelques associés français, nous sommes chez nous, mais nous avons un associé de poids, puisqu'ils sont 550 avocats à Londres et 700 dans le monde, qui est à nos côtés, mais qui n'est qu'actionnaire minoritaire, mais qui nous ouvre son réseau. Et nous, bien sûr, nous sommes leurs représentants en France. Donc ça m'a permis d'allier le côté boutique spécialisée, créer quelque chose, tout en faisant partie, comme j'avais été souvent, dans un grand cabinet à réseau avec des implantations, pas dans le monde entier, là, contrairement à Arthur Andersen, mais dans les pays importants pour moi, c'est-à-dire l'Angleterre, le Luxembourg, la Suisse, les pays où j'ai pas mal de clients et pas mal de business. Très clair. Avant de venir sur l'aventure actuelle dans laquelle vous vous trouvez chez Charles Russell, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ce départ d'Arthur Andersen et de l'arrivée du coup dans le cabinet que vous créez avec le grand patron d'Arthur. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes nommé associé? C'est quoi votre job au quotidien? Non, au début, j'avais 8 ans d'expérience, donc j'étais un petit peu jeune, mais j'étais manager. Mais j'avais à l'époque un boss, j'avais un mentor qui lui était beaucoup dans le développement commercial. Donc en fait, déjà un petit peu avant, il m'avait laissé un peu la bride sur les clients. Et là, comme on créait quelque chose et qu'il fallait vraiment que ça marche, il était encore plus dans le développement, ce qui m'a vraiment donné ma chance parce que j'ai été plus jeune que d'autres, vraiment impliqué à gérer de B à Z, même ou à Y, pardon, sur des très très gros clients. Lui faisait A, le développement commercial, et Z, le rendez-vous final, si vous voulez. Et moi, je traitais mais vraiment tout le dossier. Donc ça m'a appris plus jeune en fait à faire le métier technique d'associé plus rapidement que d'autres qui sont des avocats techniciens avant d'être des avocats développeurs. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plu et qui m'a permis peut-être de grandir un petit peu plus vite que d'autres. Et le métier de développement, vous l'avez appris où du coup? En le regardant faire, parce qu'il était très très bon pour ça. Donc je le fais à ma façon, peut-être de façon un poil moins agressive. Chacun son éducation, chacun son background, mais il m'a appris beaucoup. Dans la relation client. Voilà, à savoir sympathiser sans devenir ami avec le client, sauf exception, quelquefois ça peut arriver, mais c'est pas le but. Mais surtout nous, on doit vraiment rentrer dans le secret des gens. Il faut avoir un petit peu d'empathie et ou de sympathie pour le client. Donc, comme j'ai un certain caractère, j'ai aussi la chance quelquefois de pouvoir entre guillemets choisir mes clients. Si je sens que j'ai un client avec lequel le fit ne passe pas très bien, mais qui veut absolument quand même travailler avec moi, c'est peut-être inconsciemment le dossier que je vais pas travailler en priorité, ce genre de choses, et peut-être qu'il se lassera au bout d'un an ou deux et ira voir ailleurs. Je le fais peut-être de façon, j'ai un ou deux exemples, mais de façon un petit peu inconsciente, parce que effectivement, moi je trouve que pour bien défendre le client, alors quelques pénalistes, je pense, me diront non, on n'a pas besoin d'être amis, on n'a pas besoin de compatir à son client, tout le monde doit être défendu. C'est pour ça que si quelqu'un insiste pour travailler avec moi, même si je fais très peu de pénal, je ne vais pas le refuser, parce que tout le monde a le droit à un avocat, mais c'est sûr qu'il y a quelques personnalités, quelques types de clients avec lesquels je suis beaucoup plus en phase que d'autres. Très clair. Et donc, vous m'expliquez que vous avez finalement regardé votre patron, qui était un grand développeur. Vous avez vous-même adapté vos méthodes de développement Exactement. par rapport à votre personnalité. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous faites, ou en tout cas, qu'est-ce que vous avez fait pour développer votre clientèle? Pas assez, c'est toujours le chose, on en parle beaucoup avec les associés. Moi j'ai gagné pas mal de clients par le bouche à oreille ou par quelques intermédiaires, notaires, quelques confrères qui ne font pas ma spécialité et qui savent que je ne viendrai pas leur piquer leurs clients et qui m'envoient les clients. Mais c'est le mode de développement là où j'ai vraiment gagné mes gros clients, c'est par le bouche à oreille, ils se parlent entre eux. Entre entrepreneurs, entre grandes fortunes, et c'est comme ça que j'en gagne. Mais il
faut penser à la génération d'au-dessus. J'en reviens un petit peu au mythe fondateur d'Arthur, mais c'est la pyramide avec up or out. Mais quand la base de la pyramide grossit, le haut doit grossir aussi, bien sûr, moins. Mais voilà, donc moi, je veux offrir des carrières aux jeunes. J'en ai pas mal que j'ai fait passer associés ou qui sont passés associés dans d'autres cabinets, mais que j'ai formés. Et ça me plaît beaucoup aussi. Il y a le côté humain avec les clients, mais aussi humain avec les collaborateurs, parce que bien sûr, je ne peux pas travailler tout seul, même si je ne suis plus avec des équipes pléthoriques comme au temps d'Arthur. Moi, j'essaye d'avoir quand même au minimum 2 ou 3 collaborateurs qui travaillent beaucoup pour moi, plus certains d'autres équipes, puisque j'ai besoin on en parlera peut-être de toute la range de services que je rends. Et donc j'aime bien ce métier, et puis, comme je vous l'ai dit, j'enseigne depuis 20 ans à Dauphine. J'aime bien le côté un petit peu pédagogue du maître. Le maître, c'était le maître avec ses stagiaires. Il faut que les stages duraient 3-4 ans, et après on pouvait s'installer. Mais d'abord, l'avocat, un peu comme moi, j'ai été chez Arthur, puis après avec mon mentor, j'ai été un petit peu formé, si vous voulez, pendant plusieurs années. Et moi, j'essaye de rendre un petit peu ça, parce que j'aime bien cette transmission. Contact. Sans être paternaliste, j'aime bien un peu le côté quand même, on s'occupe des jeunes. Mais la preuve, c'est que ça fonctionne, puisque en fait, on ne se connaissait pas. C'est un de vos collaborateurs qui m'a contacté en disant « Écoute, tu devrais contacter Stéphane. Franchement, il est bien, il a des choses intéressantes à dire, etc. » Preuve en est, c'est qu'en fait, on se voit aujourd'hui. Et donc, en fait, vous opérez cette transmission. Sinon, ils ne m'auraient jamais appelé pour me dire un truc pareil. Moi, j'aime bien mes collaborateurs. Sinon, et vous le rendez bien. Ça passe pas. On n'a pas besoin d'être amis. On n'a pas besoin de partir en week-end ensemble. Ça peut arriver parfois. Mais voilà, mais je veux qu'il y ait une certaine relation de confiance. Et comme moi j'aime bien plaisanter, j'aime bien de temps en temps aller au restaurant, ou le vendredi soir on boit un coup de champ au cabinet, ou d'eau gazeuse pour ceux qui ne veulent pas d'alcool. Mais voilà, donc j'aime bien ce côté un petit peu, voilà, c'est un métier où il faut avoir du relationnel. Il y a quelques, notamment chez les fiscalistes, caractères un petit peu difficiles ou professeurs nimbus dans leur tour d'ivoire, mais quand même l'avocat se doit d'être un peu un développeur, se doit d'avoir des relations. Donc moi c'est ce que j'aime aussi dans ce métier-là, c'est qu'on a les relations avec le client. Je vous disais, on en voit au moins 4 ou 5, ou on a des zooms 5 ou 6 fois, mais avec des gens différents, puis des gens à qui on apporte quelque chose de différent, des dossiers différents, donc plein de problématiques dans la même. Les collaborateurs, c'est pareil, j'essaye de les voir tous dans la journée, donc je vois effectivement 10, 15, tout en étant, on est 30 maintenant chez CRS, au début on était 13, mais donc je vois minimum 10, 15, 20 personnes par jour avec qui j'ai une relation plus que bonjour, au revoir. C'est super épanouissant. Moi, j'aime bien les contacts humains. C'est ça que j'aime dans ma profession. Donc, au départ d'Arthur, vous suivez finalement le grand patron qui devient votre mentor, mais au bout de 7-8 ans, vous le quittez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et qu'est-ce que ça fait de quitter finalement mon mentor ce était mentor? Le numéro 2, j'en avais peut-être plusieurs. Alors, parce que je ne vais pas comparer ça à mon divorce, mais effectivement, la relation peut peut-être se distendre un petit peu. Je n'ai pas un caractère facile et lui en avait encore moins. Donc la relation peut peut-être se distendre dans le temps. Voilà, on se croise de temps en temps, on s'apprécie. Il y a une vie un petit peu compliquée, mais voilà, mais c'est quelqu'un qui m'a formé. Puis qui m'a vraiment montré ce qu'étaient les qualités et les défauts de la profession. Donc c'est ce que j'aime bien. Voilà, c'est pour ça que j'en parle spontanément. Mais c'était, je crois que c'était sympa. Moi ça m'a bien aidé, je pense aussi de m'accrocher un petit peu à quelqu'un au bon sens du terme, qui était une locomotive. Parce qu'effectivement, moi, de temps en temps, je peux me complaire un petit peu dans ma situation naturelle. Et donc, c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui est un booster et qui vient me rappeler. Maintenant, c'est ce que j'essaye de faire avec les jeunes, d'être boost. Ou justement, de demander aux jeunes de me booster. On en parlait, voilà, les collaborateurs, ils sont tous geeks maintenant. Donc, ça me force un petit peu à m'intéresser. Je ne vais pas dire les nouvelles technologies parce que là je fais vraiment dinosaure. Mais en tout cas, à tous les outils à notre disposition. Très clair. Donc là, au bout de 7-8 ans, finalement, vous partez de ce cabinet. Vous avez des cycles de 7-8 ans, donc on va voir ce qui va se passer après l'année prochaine, parce que ça fait depuis 2015 que vous avez créé du coup le cabinet Charles Russell en France. Mais on verra ce qui se passe en 2023. Exactement. Donc finalement, vous décidez de créer un cabinet international, vous allez taper à la porte de chez Charles Russell, et là, vous leur dites quoi? Je les connaissais un petit peu,
il m'avait dit qu'il voulait avoir une best friend, comme il dit, un point de contact en France. Ouais. Je leur ai dit, mais créez plutôt un cabinet. Voilà, donc ça a été ça. Et on a eu de la chance vraiment pour des Anglais. Aussi, après 1 ou 2 échecs de tentatives de création de cabinet, il faut quand même que je me souviens avec mon associé Frédéric, qui est un de mes bons amis, c'est mon témoin de mariage. On était un petit peu marris de ces 2 échecs. Alors, le projet n'avait pas été jusqu'au bout, donc, mais on trouvait qu'on s'était quand même pris de râteaux par quelques personnes qu'on pensait plus entrepreneuses et plus dynamiques. Et donc, on n'aura pas de nom. Il aime. C'est marrant, il y en a une qui a créé son cabinet il y a 2 ans et ça marche très bien. Donc, on est restés amis. Et donc, j'ai dîné avec elle il y a 3 mois, donc j'ai pu me foutre entre guillemets un peu de sa gueule en disant ça y est, te voilà maintenant aussi entrepreneur et entrepreneuse. Et après, lui aime beaucoup le Bourgogne, il a une très belle cave dans sa maison de campagne. Donc après, peut-être qu'un petit peu de Volnay nous avait éclairci l'esprit, on a vu les étoiles et on s'est dit effectivement, mais pourquoi on ne taperait pas à la porte de quelques cabinets qu'on connaît et qu'on va essayer de trouver un allié de poids. Et c'est vrai que c'est quand même, il y a tellement de choses à faire quand on crée une entreprise que quand on est un petit peu déchargé du côté matériel et l'informatique, on prend les nouvelles technologies, mais l'informatique c'est quand même le nerf de la guerre. Maintenant, quand un client ne peut pas vous joindre, que vous ne recevez pas ses mails, vous passez pour un pignouf, passez-moi l'expression. Donc quand on crée son petit cabinet avec sa petite box, il y a 8 ans, peut-être sa petite box dans un coin, j'ai une copine qui a créé un cabinet de droit social, elle était très contente, elle était peut-être un peu près de son argent, de payer 120 € d'abonnement mensuel pour ses 5 elle et ses 5 personnes de son cabinet. Je disais, si sa box elle explose, elle est morte. Donc voilà, nous on a une informatique de cabinet de 700 personnes. On a un informaticien à Paris, on est détaché, voilà, il y a un confort, pas au sens matériel, voilà, mais on a quand même une puissance de feu, rien que. On parlait des locaux tout à l'heure, c'est important quand même, nous, avec l'activité private client, on est un peu forcé. Moi, je ne veux pas passer pour un cabinet de luxe, mais je suis un peu obligé d'avoir des locaux corrects. Mes associés qui font du corporate légal, ils font souvent des closings et ce genre de choses. Et même les gars de start-up qui arrivent en t-shirt aiment bien venir dans un beau building, avenue de Friedland, à 2 pas de l'Étoile, où on leur sert un café et où l'ascenseur est classé monument historique. Voilà. Après ça, on pourrait être dans une tour à la Défense. Je pense qu'on n'aurait pas tout à fait le même type de client ou dans un vieil immeuble délabré, mais c'est pas l'image que certains clients attendent de leur cabinet d'avocat, donc ça fait partie un peu du décorum, mais on est un peu obligé quand même, surtout dans notre industrie donc de private client, on a une clientèle qui est habituée à un certain standing. On est un peu obligé de s'adapter, donc c'est vrai que c'est quand même plus sympathique d'avoir des gens qui vous donnent ce pouvoir de négociation avec un bailleur, une informatique clé en main, quelques services généraux, et puis un appui de tous les instants. Donc effectivement, ces Anglais, pourquoi ? Je reviens, j'ai tendance à digresser comme vous le voyez, je reviens, on en a vu 2, et tout de suite, il y en a un où nous avions sur les 2 associés en charge qui venaient nous voir, un qui était francophone et francophile, donc ça aide un petit peu, et l'autre qui était maintenant qui est devenu francophone, peut-être un peu à cause de nous, et en tout cas qui essaye depuis 8 ans, mais qui était d'origine allemande, même si sa mère était anglaise et qu'il habitait en Angleterre depuis toujours, mais qui avait peut-être un esprit un petit peu plus continental. Donc on a eu des interlocuteurs qui nous comprenaient un petit peu mieux, parce que quand même les Anglais c'est compliqué, on le voit avec certains. Puis moi j'ai travaillé beaucoup à l'international, donc sans faire de généralité, mais on n'a pas la même tournure d'état d'esprit, on n'a pas la même façon d'aborder les problèmes, pas les mêmes attentes. Donc effectivement, ça s'est vraiment bien passé avec ces gens-là. Et puis après, même les autres, là il y a un nouveau managing partner à Londres depuis 2 ans, qui s'est pris la crise de Covid. Il a été élu juste avant le Covid, le pauvre. Donc il s'est pris ça, il a géré ça. Et il est venu à Paris là, il y a 6 mois. On l'avait vu juste au début, on l'a pas vu en dehors de visio. Il est venu et effectivement, il en était presque, entre guillemets, à nous demander un petit peu des leçons de management sur certains points. Donc c'est bien. Donc quelqu'un de plutôt humble et cherchant à comprendre l'autre et à en tirer les choses.
contrairement à certains Anglais qui sont plutôt qui restent sur leur façon de voir les choses et qui ont du mal à évoluer. Donc on est vraiment avec des gens très sympathiques et qui ont un business assez compatible avec nous. Un petit peu moins peut-être de cross-selling et de dossiers communs qu'attendu, mais le fait qu'on ait plutôt une franchise, entre guillemets, même si c'est un lien capitalistique, que vraiment intégré, mais ça on tenait tous à notre liberté. Mais mis à part ces petites déceptions quelquefois sur le volume d'affaires, c'est peut-être à nous aussi de faire l'effort et d'en créer plus, mais ça marche. Par exemple avec le bureau du Luxembourg, il y a des nouvelles personnes depuis 3-4 ans, ça marche quand même pas mal aussi en relation humaine, même si on fait partie d'un même réseau. Si les gens n'ont pas d'atomes crochus entre eux, ça me vivotera. Aucun sens. Là, il y a une nouvelle équipe au Luxembourg avec des gens avec qui on s'entend bien et les liens se développent énormément. Moi, j'utilise beaucoup de structures luxembourgeoises pour la gestion des fonds et autre chose. Et là, vraiment, j'ai des interlocuteurs de qualité et en plus qui partagent un petit peu la même façon de faire du business que nous. Donc, c'est très, très agréable d'avoir des gens avec qui… Là, c'est vraiment le réseau dans le bon côté du sens, c'est qu'on a une pleine confiance. C'est avec eux qu'on travaille et pas avec les autres. Moi, j'avais quelques autres best friends au Luxembourg. Maintenant, j'en emploie encore 1 ou 2 sur des dossiers en cours et puis sur des points spécifiques. En revanche, le tout venant, ça va chez CRS Luxembourg. Très clair. Clair, net et précis. Nous, on voit souvent dans les cabinets anglais et américains qu'il y a une problématique, ou en tout cas qui est décrite par les associés français qui sont présents sur le territoire, c'est la capacité à décider. Certains sont vraiment en demande de ça et en manque de ça. C'est qu'en gros, pour la moindre décision, il faut passer par Londres ou il faut passer par les États-Unis. Est-ce que c'est votre cas ? Oui et non. Bien sûr, on fait partie d'une grosse structure, donc on a quelquefois des choses inhérentes à une grosse structure. Je vais prendre un exemple, par exemple les compliance. C'est sûr que si on gérait ça en France avec les règles du barreau de Paris et les règles du droit français, on ferait nos vérifications, mais les nouveaux clients, ce qu'on appelle les ouvertures de job, se feraient en 24 heures dans certains cas. Là, on applique les compliance anglaises avec des gens, un service compliance, donc des gens comme dans les banques qui sont payés pour étudier les compliance, je ne vais pas dire ce qu'ils sont, mais voilà, mais ils sont payés pour être ça, pour être enquiquineurs, dirons-nous. Et donc, parfois, ça prend du temps. On nous demande parfois l'actionnariat, alors que c'est un fonds d'investissement qui investit, donc c'est n'importe quoi. Alors, il faut leur expliquer. On a l'impression d'avoir expliqué la même chose, mais comme c'est des métiers… Et qu'il faut aller chercher tous les LP derrière ? Oui, voilà, quelquefois ils nous demandent, mais parce qu'ils n'avaient pas compris. En fait, Okay. il faut demander la société de gestion et pas les LPs. Vous voyez. Mais comme souvent les juniors, c'est pas un métier que je trouve moi très intéressant. Je sais pas, ça tourne. Donc il y a des gens à qui on a expliqué il y a 3 mois parce qu'on a ouvert un job, on a le même type de job, on a quelqu'un d'autre. Donc c'est un petit peu compliqué si vous voulez. Voilà. Donc oui, on a quelques lourdeurs administratives parce que la comptabilité, les compliance, tout ce genre de services sont gérés à Londres. Mais en même temps, on a du service haut de gamme. On a un contrôleur de gestion qui est attitré. Si on était un cabinet de 30 personnes à Paris, on n'aurait pas un contrôleur de gestion. On aura une vague DAF ou un vague DAF. Et encore, donc ce serait notre expert comptable qui ferait tout. Donc voilà. Et après, sur les décisions opérationnelles, je rappelle que les associés français sont majoritaires, mais bien sûr, rien ne se fait sans leur avis. Mais on a la chance d'avoir un interlocuteur, alors qui est obligé de référer, mais qui a été managing partner dans le temps d'une des 2 entités. Hein. Quand Charles Russell a fusionné avec Speechies, c'était le patron pendant 10 ans de Speechies, donc il a une certaine légitimité dans le business là-bas. Il est chargé de l'international, donc il chapeaute en tout cas de l'Europe continentale, donc il chapeaute 4 bureaux. Donc on a un dialogue fluide avec lui. De temps en temps, il ne comprend pas des choses. Voilà, et nous, on ne comprend pas ce qu'il veut. Donc, on se réunit, on se voit assez souvent. Donc, on a un process de décision quand même qui est assez souple avec eux. En tout cas, ils ne nous ont jamais dit non. De temps en temps, ça a pris un petit peu de temps, mais parce qu'aussi, on leur a, je pense, proposé que des projets légitimes et ce genre de choses. Et nous, parfois, on leur a dit non. Je prends des exemples sur le développement. C'est sûr que quelques associés anglais bossaient avec un autre cabinet à Paris et ils trouvaient l'associé génial et qu'ils sentaient que le type n'était pas content, mais qu'on trouve un avocat content dans son cabinet et qui n'a pas envie de bouger. Quand on lui propose quelque chose, il dit hey, il faut voir machin, il est super. On voyait le gars absolument pas soit dans nos critères business, parce qu'on ne voyait pas comment on pouvait développer avec lui, soit dans les critères humains, parce que nous, on est très attachés à ce que les associés s'entendent bien et qu'on fasse une petite communauté.
même si on l'a fait croître, hein, et on prend des gens. Et donc, oui, on leur a dit non parfois sur des projets de recrutement, ils ne comprenaient pas, mais on leur a expliqué. Ouais. Et ils sont ouverts au dialogue, c'est ça qui D'accord. est important, contrairement à certains anglo-saxons qui sont moins ouverts au dialogue et qui décident, notamment, moi j'ai des amis dans les cabinets américains, il y a des telles disparités de chiffre d'affaires et de gains que... Et puis il y a les stars et ceux qui ne sont pas stars. Il y a les rainmakers et les autres. Exactement, voilà. Très clair. Comment ça se passe quand on a un cabinet comme ça qui est au capital? Parce que je comprends que c'est un modèle de franchise entre gros guillemets. Donc finalement, c'est quoi? C'est une filiale? Enfin, Non, on est une filiale. société... Franchise, je le disais pour rigoler. On est une, du coup, on est une filiale et en fait, on a un pacte d'actionnaires. Donc, si par hasard ça va mal, les Anglais ont des droits de veto ou des droits de décision sur certaines décisions. Donc tout le jeu, c'est que les associés français s'entendent bien, parce que nous, si on prend nos décisions, elles sont avalisées par Londres. Donc voilà, et même certaines n'ont pas été avalisées. Mais donc on marche par le consensus actif, c'est-à-dire qu'on cherche. Alors voilà, si quelqu'un, on a voulu prendre un demi-étage en plus il y a 6 mois, il y avait une des associées qui n'était pas très à l'aise avec ça, on a fait un travail de pédagogie jusqu'à qu'elle dise oui, parce que si elle avait dit non, c'est une associée importante, si elle avait dit non, on ne l'aurait pas fait. On cherche le consensus. Alors après, voilà, on a bien travaillé parce qu'on était tous les autres d'accord. Voilà, on ne voulait pas aller au casus belli, mais voilà. Puis c'était surtout qu'il fallait la rassurer. C'était pas, je pense que c'était pas un non catégorique, c'était un non, mais ça va coûter une fortune. Elle a raison. Ouais, mais c'est important, il faut le croire. Mais c'était la rassurer. Donc nous, notre mode, c'est le consensus. Donc pour le moment, et j'espère tant que je serai directeur général de cette structure, il peut y avoir des oppositions, mais il n'y a pas de conflit, parce que ça ne nous intéresse pas d'aller au conflit. Et voilà, après, la porte est ouverte. Si quelqu'un n'est pas à l'aise, moi le premier, il n'hésitera pas à partir. Mais je vous dis, on forme une petite communauté et c'est assez sympathique. Un associé comme vous, au sein de Charles Russell, ça fait quoi en termes de chiffre d'affaires? Bon, c'est des sujets sur lesquels on n'aime pas trop parler, mais de par, on publie plus ou moins nos chiffres dans Décideur. Voilà, on est à 7-8 millions d'euros pour 8-9 associés, donc avec des disparités, bien sûr. Il y a des associés equity et des junior partners qui ont été nommés associés il y a 1 an. Pour certains, voilà, ou des spécialités. C'est sûr que là, on a fait venir quelqu'un en restructuring. En ce moment, c'est pas l'activité qui flambe le plus. On espère que quand mon camarade de Sciences Po, Bruno Le Maire, aura fini de distribuer le quoi qu'il en coûte, il y a quand même quelques sociétés qui, dommage pour elles, hein, mais j'ai eu un débat assez intéressant avec je me suis fait prendre sur la toile justement sur LinkedIn sur un débat avec des confrères spécialisés en restructuring, donc il y avait peut-être des choses qui m'échappaient, même si j'en ai fait un tout petit peu, parce qu'il y a des LBO que j'avais conseillés qui ont été en sauvegarde, des genres de choses. Mais il y a ce qu'on appelle les entreprises zombies, où s'il n'y avait pas les aides successives, elles seraient plus là. Bon, et pas de façon conjoncturelle à cause d'un mot de trésorerie. Hein. De façon structurelle. Parce qu'il y a un problème business et elles profitent du PGE, de toutes les aides de chômage. Ce que j'appelle moi le coma artificiel. Mais... Voilà, exactement. Donc on pense que c'est pour ça qu'on a demandé à Dimitri Saunier de nous rejoindre il y a 2 ans pour créer une activité restructuring. C'est sûr qu'en ce moment, elle est comme dans tous les cabinets, elle ne marche pas du tout à plein régime, mais contrairement au M&A qui marche très très bien. Mais après ça, nous on croit au vase communicant, il communique beaucoup, il nous apporte des choses, il fait quand même un chiffre d'affaires. Cette activité, il y a quand même des choses qui se passent, hein, donc on est très confiant pour l'avenir, et c'est pour ça qu'on a fait venir des gens de l'extérieur, c'est pour créer des nouvelles activités, mais qui sont toujours, et bien nous en a pris, qui sont toujours compatibles et avec un peu de porosité avec ce qu'on fait. Donc même si tout d'un coup il y a un coup de mou dans une des activités, l'autre on peut se recycler un peu. Quelqu'un qui fait du restructuring, il est bon en corporate, hein. Il sait faire des assemblées générales, il sait faire des fusions-acquisitions, il sait faire des apports. Donc les collaborateurs sont un petit peu, je ne vais pas dire interchangeables, mais je dirais ils font partie d'une équipe plus globale.
Maître, je vous ai pris pas mal de temps ce matin. Vous m'avez parlé de la création du cabinet en 2015. C'est quoi la suite? C'est quoi l'objectif? Oh bah, l'objectif, moi, c'est de continuer. Les gens qui m'ont suivi, c'est essayer de leur offrir une carrière, hein, que ça soit au console, donc quelqu'un qui veut faire de la technique et pas forcément du développement, ou associé pour les jeunes. Hein. On a quand même, 2 ans après la création du cabinet, on a fait monter ma principale collaboratrice, hein, qui est devenue junior partner, et là, qui gravit les échelons. Donc moi, vraiment, c'est continuer à essayer d'offrir des carrières aux gens avec qui je travaille et puis faire mon métier. Alors, je l'ai fait un petit peu évoluer. Je fais beaucoup plus de droit civil, de droit des successions. Avant, j'en faisais un petit peu et puis j'ai été pris dans l'engrenage Johnny Hallyday. J'étais pas conseil d'une des parties, mais BFM a décrété que j'étais un grand spécialiste des successions internationales, ce qui était un petit peu vrai puisque j'en avais fait quelques-unes. Mais quand je voyais ce que les confrères et les notaires racontaient sur le plateau, je me sentais vraiment spécialiste. Et puis j'avais eu la chance d'avoir une affaire un petit peu similaire. Donc vous vous souvenez peut-être que l'affaire judiciaire, c'était un référé pour savoir est-ce que le droit français et les tribunaux français surtout étaient compétents pour régler la succession de Johnny. Je savais que la présidente de la section des référés de Nanterre était une civiliste qui avait écrit un livre de droit civil, qu'elle n'était pas très à l'aise avec le droit anglais et l'anglais, et que de toute façon quand on demande à un civiliste et à un juge français est-ce qu'il est compétent ou incompétent, la plupart du temps il va se déclarer compétent. Alors que la plupart des autres spécialistes disaient mais non, ça va être le droit américain. Et puis peut-être que contrairement à eux, comme j'étais fiscaliste à l'origine, j'ai bien vu que, et c'était d'ailleurs toute ma conclusion, je disais, les parties vont finir par s'entendre, les enfants et la veuve vont finir par s'entendre, parce que ceux qui sont invités au banquet d'office, c'est le fisc américain et le fisc français, et c'est pas des rigolos, surtout le fisc américain, et même le fisc français de plus en plus dur, donc ils vont bien être obligés de se mettre d'accord. Vous avez vu, on ne parle plus du tout du dossier, on avait dit qu'il y a eu transaction, donc je pense qu'il y a eu transaction, même si je ne suis pas dans le secret des dieux. Donc le fait de faire un petit peu de communication, parce que j'aime bien au cabinet, je suis un petit peu celui avec 2 ou 3 autres qui écrivons des articles, bougeons un peu. J'ai eu cette chance donc de passer beaucoup de fois sur BFM. Effectivement, il y a pas mal de notaires après ou de banquiers qui m'ont appelé en disant que je connaissais vaguement, en me disant ah bah oui tu fais des successions, donc on en faisait un petit peu et on s'est pas mal développé là-dedans, et notamment avec mon associé qui fait du contentieux dans la médiation. Si vous voulez, dès qu'il y a des conflits de famille, maintenant les juges ne veulent pas s'en occuper, sauf quand les gens n'arrivent pas vraiment à se mettre d'accord, et ordonnent le plus souvent une médiation. Donc c'est assez sympathique d'essayer de mettre les gens autour de la table. Ma jeune associée a eu un dossier où ça faisait 15 ans que les gens s'engueulaient, et peut-être parce qu'elle est un petit peu sévère, elle a réussi à les foutre autour de la table et ils ont signé. Ça a failli capoter au dernier moment parce que la bourse s'était cassée la gueule la veille du jour de la transaction, et qu'il y avait certains touchaient l'immobilier, l'autre le portefeuille boursier. Donc on a laissé passer un mois, c'était pas cette crise-là, mais c'était une autre il y a 2 ans, et la bourse est remontée, donc les lots étaient de nouveau de valeur égale et ils ont pu signer. Donc on développe cette activité un peu plus pré-contentieux et contentieux en droit de la famille, mais pour des gens qui, je répète, qui ont une entreprise et des intérêts. C'est là où on est un petit peu meilleur, sans parler du trade et donc de la transmission aux enfants. Mais c'est assez intéressant d'avoir évolué. On ne fait plus que de la fiscalité. Au début, on est très fiscaliste, en tout cas dans cette activité-là. Maintenant, on est beaucoup plus, et puis corporate légal, parce que je faisais pas mal de LBO, donc je travaillais avec mes amis de droit des sociétés pour les packs d'actionnaires, les apports, les créations de holding. Et maintenant, on a aussi tout cet volet de s'occuper de tout ce que les notaires ne font pas, parce qu'ils peuvent donner le conseil, mais c'est un petit peu dur pour eux de mettre en œuvre une médiation familiale. Le notaire va dire, il essaye, mais après, dès qu'il y a un risque de procès, il va se retirer, et c'est normal, c'est pas son métier. Dès qu'il y a de l'international, c'est plus compliqué. Nous, avec notre réseau, on peut régler ça. On a fait 2-3 grands divorces anglais, justement, parce que vous savez qu'en Angleterre, c'est assez compliqué. Ils ne reconnaissent pas les contrats de mariage. C'est en train d'évoluer un peu, mais en tout cas, jusqu'à peu, ils ne reconnaissaient pas les contrats de mariage. Donc, des gens qui partaient vivre à Londres et qui étaient mariés en séparation de biens, non, le contrat ne s'appliquait pas. Donc, monsieur et madame avaient le droit à 50%, plus maintien du train de vie. Ça peut faire mal.
Voilà. Très Donc, clair. le métier évolue. Moi, j'essaye d'évoluer et de ne pas faire que de la fiscalité, d'essayer de rendre un full service dans ce que je sais faire à mes clients. Très clair. C'est ce que j'ai envie de faire encore longtemps. Super. Écoutez, Maître de la Suite, je vous remercie pour cet entretien. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Que tout se passe très bien et je vous dis bonne journée. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.